Eh bien, merci d'être là. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour cette nouvelle session du cycle des 52 minutes d'Ecom France que vous suivez, avec régularité. Je vous en remercie beaucoup. Aujourd'hui, on a un sujet un peu particulier qui nous rattache d'ailleurs à la question, de la place et du rôle social du musée qui est beaucoup évoqué dans les débats d'Ecom, à l'international et beaucoup, je le sais, parmi la communauté des professionnels de musée. Et Laure Ménétrier, que je remercie, nous a proposé, d'intervenir sur ce sujet, qui est un sujet qu'on n'avait finalement pas encore abordé de cette manière et je la remercie vraiment, de cette proposition. Alors vous avez vu l'intitulé: «Accompagner une filière économique, pardon, quelle place pour les musées?» Effectivement, on sait que nos musées sont des espaces de débat, des espaces de parole, au-delà de simples lieux de mise en exposition. Mais finalement, comment peuvent-ils aussi prendre part à la vie économique de leur territoire? Comment peuvent-ils, appuyer des acteurs, de ce secteur économique, les faire évoluer dans leurs pratiques, comment on peut, en tant que musée, témoigner notre engagement et le faire se diffuser? C'est toutes ces questions auxquelles Laure va tenter de répondre à travers l'exemple qui est le sien, l'exemple du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale d'Épernay. Donc sans plus perdre de temps, Laure, je te cède la parole et je te laisse nous présenter ton travail. Merci Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier donc Ecom France d'avoir accepté cette proposition de sujet et remercier donc toute l'équipe, la présidente évidemment, Émilie Girard, et puis l'équipe des permanentes qui fait un gros travail, donc Anne-Claude Maurice, Alexia Maquinet et Camilla. Je vous remercie de la préparation donc de cette séance et je suis ravie aujourd'hui d'être, si je puis dire, de l'autre côté du miroir avec cette présentation. Donc, comme l'a dit Émilie, je suis directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Et donc, pour juste dire quelques mots, et on va passer à la slide suivante, pour que vous puissiez le situer. Donc, c'est un musée qui a rouvert après 23 ans de fermeture. Il a rouvert en mai 2021. C'est un musée de France qui est situé à Épernay, dans un château, le château Perrier, qui était une ancienne demeure de négociants en Champagne, qui est classé au titre des monuments historiques. On est situé avenue de Champagne, qui est l'avenue sur laquelle se trouvent beaucoup de maisons de champagne et qui est depuis 2015 inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre d'un bien qui s'appelle les coteaux, maisons et caves de Champagne. Le musée, ce musée de France, il a deux collections principales, une collection d'ethnologie vitivinicole et une collection d'archéologie régionale. En fait, ça résulte de la fusion de deux musées qui avaient été réunis dans ce lieu, le Château Perrier, dans les années 1950. Comme vous le savez, si vous suivez régulièrement les séances des 52 minutes, vous avez pu constater que les musées sont pleinement inscrits dans le monde dans lequel nous vivons et n'ont jamais autant interréagi, pardon, avec ce dernier. Au sujet de très nombreuses interrogations, questions, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, environnementales, économiques et interrogations qui s'accompagnent bien souvent de questions éthiques, déontologiques. Je pense à la très belle intervention de Constance Rivière, hein, directrice du Musée national de l'immigration, qui a eu lieu il y a quelques mois dans le cadre de ces 52 minutes. Donc on parle aujourd'hui de musées engagés, musées citoyens, musées inscrits dans leur environnement. Et me concernant, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plus spécifiquement des musées de société qui, de par leur collection, la nature de leur collection, sont liés à un secteur économique particulièrement bien circonscrit. Alors, on pourrait parler de plein d'autres secteurs économiques. On pourrait parler de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, du verre. Voilà, il y a beaucoup de musées qui peuvent se reconnaître là-dedans. Moi, je vais plus particulièrement vous parler du secteur agricole et même précisément du secteur viticole, puisque c'est le cas du musée du vin de Champagne à Épernay, qui est un musée, pour que vous l'ayez en tête, qui a été créé dans les années 1930 dans une perspective de patrimonialisation. C'était un lieu de mémoire qui a été rénové dans les années 50 dans la mouvance du MNATP. Georges-Henri Rivière est passé par là. Ça doit voilà, être assez familier pour beaucoup de professionnels des musées, ce dont je parle avec cette histoire du musée d'Épernay. Et en fait, ce que je voulais moi partager avec vous aujourd'hui, c'est les questions que je me suis posées
avec mon équipe, avec les élus de la ville d'Épernay, lorsque ce musée a rouvert. Je voulais partager avec vous le programme d'action et plus globalement la politique scientifique, culturelle et partenariale mise en place au regard de ces questions. Et alors ces questions, on va passer à la slide suivante. J'ai essayé de les résumer ainsi. C'est donc par exemple comment faire vivre les collections vitivinicoles anciennes et proposer une relecture de ces collections. Comment exposer ce patrimoine vitivinicole aujourd'hui, comment enrichir nos collections, quelle politique d'acquisition, comment s'associer à différents réseaux académiques, universitaires, touristiques, comment permettre à nos visiteurs de s'approprier des sujets souvent méconnus, notamment en lien avec le monde contemporain. Comment s'emparer de ce patrimoine viticole aujourd'hui au regard des enjeux climatiques, sanitaires, sociétaux, et la filière vin est très très concernée par toutes ces questions. Bref, quel est le rôle du musée justement par rapport à ce secteur économique? Et grande question, comment le musée peut-il ou non se positionner comme un partenaire du monde viticole et plus précisément de la filière champagne dont je vais vous parler aujourd'hui? Donc, je vais répondre à pas à toutes ces questions, mais évidemment, si de votre côté vous souhaitez m'interroger sur certaines de ces questions, n'hésitez pas par la suite lors du débat. Moi, je vais plutôt m'intéresser justement à comment on travaille avec la filière champagne. On va passer à la slide suivante, juste pour que vous connaissiez un petit peu l'environnement dans lequel voilà, évolue le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, que vous sachiez de quoi on parle. Quand on parle de la filière champagne, c'est une filière qui est caractérisée par un certain nombre de caractéristiques, certains traits. Déjà, peut-être dire que c'est un vin qui a une forte valeur ajoutée, tant d'un point de vue symbolique que d'un point de vue économique. C'est plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Essentiellement, vous le voyez, j'ai dû mettre les chiffres hein, en termes d'exportation, hein, puisque c'est un vin qui s'exporte énormément en dehors du territoire national. Et symboliquement, évidemment, le champagne représente beaucoup. C'est un vin qui est associé à la fête, à la célébration. C'est le vin des sacres, des rois de France. C'est, semble-t-il, le mot français le plus connu de par le monde. Et vous savez que quand on dit champagne, il y a beaucoup de valeurs et d'images qui viennent en tête. À savoir aussi au sujet de ce vin, c'est que c'est un vin qui est très dépendant à l'égard dépendant du contexte international, tant d'un point de vue commercial, économique que géopolitique, car c'est un vin d'exportation. Donc, voilà, par exemple, les annonces du président des États-Unis, toutes récentes, qui datent d'à peine 24 heures, elles peuvent avoir des impacts très très importants pour cette filière. Vous dire aussi qu'il y a un très grand développement de l'œnotourisme en Champagne depuis une dizaine d'années, depuis l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que donc ce musée se situe dans cet environnement très très dynamique et polyphonique hein, dans ce qu'on appelle l'œnotourisme. À noter aussi un élément très important qui là concerne vraiment les vins en général, c'est une baisse de la consommation du vin qu'on constate un peu partout, notamment en France, et des nouvelles attentes et de nouvelles perceptions sociétales à l'égard du vin. On a aujourd'hui des modes de vie peut-être plus sobres, on veut des vins plus légers, donc des grandes transformations dans les modes de consommation, notamment chez les jeunes. Et dernière chose très intéressante à savoir, c'est que la filière champagne est fortement engagée dans les défis de décarbonation des process hein, d'élaboration du champagne, des défis d'innovation afin de faire face au changement climatique. Donc c'est naturellement en ayant cet environnement en tête que je me suis interrogée sur la place du musée et de comment on pouvait se positionner par rapport à cet environnement. Donc pour répondre à cette question, vu qu'on va essayer d'aller à l'essentiel et de pouvoir échanger par la suite, j'ai choisi un certain nombre d'exemples à mettre en avant aujourd'hui. On va peut-être passer sur les autres slides. Oui, j'ai oublié de te le dire, Camilla. Bon, évidemment, comme je sais que l'équipe d'Ecom France est très réactive, je pense que tout ça sera en ligne très très vite. Donc vous pourrez les uns les autres reprendre les slides le plus voilà au calme. On va passer peut-être juste, j'avais mis quelques informations. Vous pourrez retrouver ça par la suite. Voilà, parfait. Voilà, donc j'ai choisi un certain nombre d'exemples relatifs aux activités du musée. Ça concerne aussi bien, voilà, c'est parfait ça. Parfait, Camilla. Ça concerne à la fois le parcours de visite permanent, la programmation du musée, et je voulais plus précisément vous parler d'un partenariat qu'on a conclu l'année dernière avec l'interprofession viticole en Champagne.
Donc c'est voilà une petite boîte à outils que je mets en avant aujourd'hui. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est aussi l'idée qu'on puisse échanger à partir de ces exemples par la suite. Il y avait aussi autre chose au préalable que je voulais vous dire qui est important pour un musée du vin, c'est que la vigne, le vin, bon, bien évidemment, c'est une activité agricole. Le vin, c'est un produit culturel, gastronomique, alimentaire, mais c'est bien sûr un produit à base de vin, d'alcool, pardon, un produit à base d'alcool. Donc c'est pas le propos de cette communication aujourd'hui, mais quand on travaille sur le patrimoine et sur l'histoire d'un produit qui est fait à partir d'alcool, évidemment, ça pose un certain nombre de questions, notamment dans le cadre de la loi Evin en France et même plus largement, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'en fonction des publics, on ne va pas parler de tous les aspects. Donc ça, je suis tout à fait disposée à en reparler par la suite, mais c'était quelque chose que je voulais dire en préambule pour dire que, évidemment, toutes nos actions s'inscrivent dans le cadre du respect des mentions sanitaires et réglementaires et que, bien sûr, nous recommandons une consommation modérée de champagne. Donc le parcours permanent, comment a-t-il été pensé ce parcours permanent et comment ont été positionnés, et comment nous avons interrogé les collections vitivinicoles anciennes dans ce parcours de visite permanent. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est deux des salles qui expliquent comment on fait du champagne. Voilà. Euh, et ce que vous pouvez peut-être tout de suite percevoir, même si je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez mis l'accent sur nos collections avec le choix des photos, c'est qu'il y a du lien qui a été établi d'un point de vue muséographique entre hier et aujourd'hui. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que les collections anciennes sont mises en regard, mises en dialogue avec le process d'élaboration du champagne tel qu'on le connaît et tel qu'il est défini aujourd'hui. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est que sur tout le pourtour des salles du musée, les collections anciennes sont présentées. Donc vous avez des tireuses, des doseuses, des rondoirs, des boucheuses, une façade de foudre. Et elles sont mises en regard au centre de ces salles de dispositifs de médiation qui font appel aux nouvelles technologies. Il y a toute une série de maquettes manipulables. Il y a de l'audio, de la vidéo. On va peut-être passer à la slide qui suit. Il y a par exemple à droite, vous voyez, un dispositif qui permet de comprendre pourquoi et comment on remue les bouteilles, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, voilà, pour récupérer le dépôt qui s'est accumulé dans la bouteille. Donc, vous voyez qu'il y a cette mise en regard entre les collections vitivinicoles anciennes et un discours qui est propre à la période contemporaine, à le process d'élaboration du champagne aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, on accorde une place centrale à l'objet. L'objet patrimonial est au cœur de tout le parcours, et on pourrait le dire également pour les autres parties du musée, notamment pour l'archéologie. Mais l'objet est évidemment associé à de nombreuses formes de médiation qui sont indispensables pour évoquer ces sujets, parce qu'évidemment, ça va être compliqué euh, de présenter, par exemple, du matériel vitivinicole contemporain qui prend énormément de place, qui est très volumineux. Donc c'est une approche muséale pleinement assumée, un parcours muséographique qui est basé sur les modes de narration classiques du musée et sur les collections, mais qui est ouvert aux dispositifs qu'on retrouve également dans d'autres équipements qui parlent de la vigne et du vin aujourd'hui, euh, qui sont souvent baptisés des cités ou des maisons, qui sont des typologies d'équipements qui sont aujourd'hui privilégiées pour parler de la vigne et du vin. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, être un musée du vin, c'est être très audacieux. Donc des cités dont certaines sont très réussies, hein, je pense à Bordeaux bien évidemment. Mais évidemment, nous, la part patrimoniale avec les collections, qui sont des témoins matériels de toute cette histoire, sont au cœur du parcours. Mais vous voyez également que dans ce parcours, il y a des témoignages de chefs de cave, de vignerons, pour parler à la fois de cette évolution d'hier à aujourd'hui et beaucoup de aujourd'hui par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées dans le parcours. On évoque peu pour le moment l'engagement RSE de la filière, mais ça va changer prochainement. Je vais vous en dire quelques mots. On va passer à la slide suivante. Je vous ai parlé du parcours et de comment on a positionné les collections anciennes. Je voulais maintenant vous dire quelques mots de la programmation. Évidemment, dans notre programmation, on a toute une typologie d'actions qui va permettre de revenir sur l'histoire
de cette région, de la Champagne viticole, de son patrimoine, de ses savoir-faire, de ses métiers, de comment tout ça s'est mis en place, avec la présence d'historiens, d'archéologues, de géographes. Évidemment, ça c'est très présent tout au long de l'année. Mais on a également une grande place qui est accordée à des thématiques plus contemporaines pour permettre aux visiteurs de s'approprier des sujets qui sont souvent méconnus, mal connus. Donc, je vous donne quelques exemples de thématiques. On a par exemple récemment, il y a un an et demi, non même plus, pardon, il y a 2 ans, fait intervenir Vin et Société, qui est cette association qui représente les acteurs du vin dans sa dimension culturelle et patrimoniale. Et donc Vin et Société est venu nous parler de ses habitudes de consommation de vin en France, pour nous montrer justement il y a des tendances très fortes actuellement. On consomme pas les mêmes vins, qu'on les consomme pas de la même manière. Donc voilà, une approche anthropologique et sociétale affirmée dans cette intervention. Un autre exemple que je peux vous donner, lors d'un événement touristique qui a lieu sur tout le territoire national, qui s'appelait le Fascinant Week-end, mais qui s'appelle désormais Vignoble en Seine. On a organisé, enfin mis en place un certain nombre de stands avec des professionnels du champagne et des métiers connexes du champagne pour parler des nouveaux modes de fabrication plus vertueux, plus durables, par exemple pour la bouteille de champagne ou pour la coiffe. Voilà, alors, c'est peut-être des questions que vous étiez jamais posées, mais voilà, par exemple, la bouteille de champagne, elle est plus lourde que d'autres bouteilles de vin. Et c'est le cas également des autres vins effervescents qui sont faits avec la même méthode, la méthode traditionnelle, parce que en fait, la bouteille de champagne, c'est pas qu'un contenant, c'est aussi un outil qui doit être suffisamment résistant à la pression du gaz carbonique. Donc, c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on fait avec cette bouteille de champagne, comment on essaye de travailler sur son poids pour qu'elle soit moins lourde, et comment aussi, bien sûr, on essaye de recycler cette bouteille. Donc ça, c'était quelque chose qui n'est pas évoqué dans le parcours pour le moment, mais qui me semblait intéressant d'évoquer dans la programmation du musée. Un autre exemple également très intéressant d'un point de vue sociétal, j'ai fait intervenir une ethnologue et une sociologue qui sont venues parler de l'évolution de la place des femmes dans le monde du vin, enfin même plus largement dans le secteur agricole, puisque là il y a une évolution très très importante depuis une quarantaine d'années. Beaucoup d'autres actions que je pourrais citer en direction de différents publics. Je pourrais notamment parler du jeune public et si vous avez des questions là-dessus, je vous en, voilà, j'y répondrai on lancera les échanges. Et puis quelque chose qui est également important pour moi, on va mettre la slide suivante. On a la chance d'avoir, ah non pardon, c'est pas grave, on va rester là-dessus, c'est pas grave. On a la chance d'avoir de très beaux espaces de réception, vous l'avez peut-être vu, hein, des très beaux salons. Voilà, avec des boiseries, du parquet, très beau parquet ancien. Ce sont donc des très beaux espaces qui nous permettent, nous, d'avoir toute notre programmation, mais ce sont également des lieux qu'on peut mettre à disposition de manière gracieuse ou payante. Et ça permet d'accueillir beaucoup d'événements et notamment beaucoup de structures qui sont liées au monde du champagne, qui viennent organiser un certain nombre d'événements. Voilà, sur leur propre actualité. Et donc, ça permet aussi d'inscrire le musée comme un lieu où il se passe un certain nombre de choses, où on dit des choses, où on échange sur toutes ces questions liées toutes ces questions contemporaines liées au secteur viticole. Donc, par exemple, on a accueilli les rencontres annuelles des métiers connexes de la filière champagne il y a quelques temps. Donc, c'était, quand on parle des métiers connexes, c'est en fait c'est toute l'économie du territoire, hein. C'est les bouteilles, c'est toute la logistique, c'est le packaging, le transport. C'est vraiment beaucoup de secteurs d'activité qui sont liés à l'élaboration du champagne. Et puis un autre exemple que je voulais citer, parce que c'est également intéressant pour tisser des liens avec nos collections, on a accueilli la soirée annuelle de la commission des viticultrices du syndicat général des vignerons il y a 6 mois. Donc c'était une soirée festive, conviviale. Et puis il y avait également au cours de cette soirée un défilé de mode, en fait un défilé de vêtements de travail féminins, toute une nouvelle collection de vêtements que les femmes viticultrices peuvent porter quand elles sont dans les vignes ou en cuverie. Des vêtements qui sont beaucoup plus adaptés aujourd'hui, plus confortables et esthétiques également. Et donc ça ouvre sur d'autres thématiques, sur justement les vêtements de travail au fil du temps. Et on l'a pas fait lors de cette première édition, mais j'espère qu'on le fera lors d'une seconde édition. On a le souhait de pouvoir mettre ça en regard avec nos collections de photographies et peut-être
de vêtements de travail que nous avons dans nos collections, des vêtements de la fin du 19e siècle, pour montrer l'évolution, et évidemment pour montrer qu'en cela, les conditions de travail ont fortement évolué depuis quelques décennies. Euh, Avant de vous parler du partenariat principal là, que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, juste vous dire aussi que ce qui me semble important, puisque c'est un musée qui a, vous l'avez compris, qui est pluridisciplinaire, c'est de croiser les partenaires, croiser les disciplines, croiser les publics, puisqu'au final, toutes ces disciplines et toutes ces collections permettent de raconter l'histoire d'un territoire qui est la Champagne. Et donc, je donne un exemple, c'est par exemple dans un mois, ces journées d'études, on va montrer comment les sciences de la vie et de la terre qui sont très présentes dans le monde de l'archéologie, peuvent également éclairer le monde de la vigne et du vin et apporter un certain nombre de connaissances sur le aujourd'hui et le demain de la filière viticole. Donc là, on a à la fois des archéologues, des géologues, beaucoup de choses autour de la botanique, des représentants de la filière champagne qui seront associés à ces différents moments de cette journée d'études. Il reste d'ailleurs quelques places si ça vous intéresse. Voilà, donc beaucoup d'actions, mais il me semblait qu'on pouvait aller encore plus loin dans le rôle du musée comme partenaire de la filière viticole et donc notamment de la filière champagne. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée du comité champagne. Le comité champagne, c'est l'interprofession, donc qui réunit le négoce, les coopératives et les vignerons. Donc je me suis rapprochée du comité champagne pour mettre en place un partenariat dans lequel nous portons la co-création d'outils de sensibilisation de nos publics aux enjeux climatiques et sociétaux. Donc là, il y a vraiment eu l'idée de tout penser ensemble, de comment on s'adresse à nos différents publics, entre guillemets. Donc nous, c'est nos dizaines de milliers de visiteurs qu'on accueille tous les ans. Pour le comité Champagne, ça va être les vignerons, les différents partenaires, les jeunes qui se forment dans les lycées viticoles. Et donc pourquoi j'ai voulu aller vers ce partenariat, c'est parce que je me suis rendu compte que sur toutes ces questions de environnement et vin aujourd'hui, nos publics qui visitent le musée tout au long de l'année euh, sont souvent des idées très arrêtées sur ces questions, beaucoup d'a priori et surtout j'ai vraiment pu constater la méconnaissance du sujet par nos visiteurs. En général, quand on parle d'environnement et de vin, beaucoup de personnes nous disent spontanément, bah oui, oui, moi, je bois du vin bio. Puis j'ai vu qu'on mettait des moutons et des arbres maintenant dans les parcelles de vignes, donc tout ça, c'est merveilleux. Donc oui, oui, c'est des pistes qui sont très intéressantes, notamment évidemment l'engagement pour une viticulture durable, évidemment. Mais vous vous en doutez, quand on parle du bilan carbone d'une filière, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ce que j'ai cité, c'est évidemment que la face émergée de l'iceberg. Donc, il m'a semblé que c'était dommageable et qu'il fallait qu'on intègre dans la programmation du musée et surtout dans le parcours du musée, dans le parcours permanent du musée, toutes ces questions liées à l'engagement sociétal et environnemental du monde du champagne. Euh, Sur lequel je peux revenir si vous avez des questions. Comme je vois que le temps, voilà, que ça avance vite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en effet, la filière champagne est très, très mobilisée sur toutes ces questions. Et donc, qu'est-ce que nous avons mis en place dans le cadre de ce partenariat? C'est trois choses. C'est une expo itinérante que, évidemment, nous lançons et inaugurons au musée d'Épernay dans 3 semaines. Deuxième chose, ce sont des actions de médiation co-construites. Et la troisième chose, c'est une contribution scientifique et technique de l'interprofession pour intégrer ces thèmes liés aux enjeux environnementaux dans le parcours permanent. Parce que évidemment, sur toutes ces thématiques, ça va de soi, mais nous ne sommes pas experts, nous, au sein du musée, on n'est pas experts de toutes ces questions. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment c'est tellement de disciplines et de sujets qu'il faut faire appel à de multiples experts pour aller sur ces questions. Donc, l'exposition, très rapidement, c'est ce que vous avez sous les yeux, en exclusivité mondiale, puisque nous n'avions pas encore montré d'image de l'exposition. Donc, c'est une exposition itinérante sur l'encépagement en Champagne, d'hier à aujourd'hui, en mettant en avant aujourd'hui comment la filière Champagne innove avec des programmes de recherche sur des nouvelles variétés résistantes aux maladies, sur l'amélioration génétique des cépages, différents programmes de sélection des cépages. Donc c'est une expo qui est coproduite, c'est de la vraie coproduction
interprofession musée, financée par le comité Champagne, que je remercie, et une exposition qui fait appel à un grand nombre des ressources du musée, nos collections qui ont été numérisées, donc aussi bien des photographies, des documents d'archives, des objets de nos collections qui sont donc reproduits dans cette exposition. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette expo, c'est que chacun des deux partenaires a apporté ses connaissances, ses ressources, ses savoir-faire, voilà, par exemple pour le musée en termes muséographiques, euh, et son réseau. Donc un vrai partenariat qui, je le crois, enfin relativement rare, hein, de vraiment coproduire une exposition entre un musée de France et une interprofession viticole. Donc c'est une expo qui démarre au musée dans un mois, qui va circuler ensuite sur le territoire et dans laquelle il y a également il y a de l'audio, il y a un jeu vidéo que nous avons créé et des vidéos. Une expo qui s'accompagne d'actions de médiation destinées prioritairement aux professionnels de la filière et aux jeunes qui se forment dans ces domaines, mais pas que, puisque évidemment c'est une exposition qui est accessible, qui sera accessible en accès libre au musée et donc destinée à tous les types de publics. Et enfin, dans le partenariat, quelque chose qui me tient à cœur, parce que comme je vous l'ai dit, on évoque peu l'engagement de la filière, l'engagement sociétal et environnemental de la filière viticole dans le parcours. Donc j'ai également intégré dans ce partenariat que le comité Champagne puisse nous aider à repenser une des parties, je sais pas, on va peut-être avancer. Oui, voilà, c'est exactement. C'est dans cette salle-là. J'aimerais qu'on revoie, voilà, c'est la photo de gauche, tout cet espace-là pour y intégrer ces thématiques à travers certainement un mode ludique et pédagogique, de manière à ce que dans le parcours permanent, on puisse évoquer ces questions, puisque évidemment, c'est en cela qu'on est partenaire de la filière, c'est que on accueille des publics. Euh, qui par ailleurs ne voient pas forcément des professionnels du monde du champagne. Donc c'est en cela qu'on est des passeurs hein, sur ces thématiques-là. Voilà, alors en guise de toute petite conclusion, mais j'espère qu'on va pouvoir échanger sur toutes ces questions par la suite, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est la diversité des actions engagées. Ah oui, voilà, ça c'était oui, la dernière slide, c'était pour vous montrer qu'on avait évoqué toutes ces questions dans un numéro de Musée et Collections publiques de France. Donc, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est la diversité des actions que nous avons engagées depuis quelques années, afin de se positionner comme un partenaire d'une filière économique qui est une grosse, voilà, un gros secteur économique pour la France, hein, la filière vin et notamment champagne. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de se dire qu'on est le partenaire principal de la filière champagne, on n'a pas du tout, on n'a pas de raison de l'être et on est engagé dans beaucoup d'autres partenariats scientifiques, culturels, éducatifs, etc. Et évidemment, on n'est pas là pour faire la promotion de la vente hein, de champagne, mais je suis très très convaincue qu'un musée, que ce type de musée n'a de raison d'être que s'il interagit avec son environnement, un environnement qui est en mouvement, et que donc on a un peu cette positionnement de miroir tendu sur le réel. On est donc des passeurs, comme je le disais, et que quand on regarde l'environnement en Champagne, ce qui est lié au monde du champagne, voilà, de cette boisson, c'est vraiment très important parce que ça rejaillit également sur beaucoup d'autres secteurs économiques. Petite chose également que je voulais dire, c'est que évidemment ce positionnement, il va de l'international au local. International parce que nos publics sont internationaux. On a d'ailleurs plus d'étrangers que de Français aujourd'hui au musée d'Épernay. Et local parce que cette valeur de proximité, elle est selon moi notre colonne vertébrale, hein, la colonne vertébrale de nos actions, afin que ce musée puisse être perçu par tous nos partenaires au niveau régional comme un lieu de circulation des sujets, des idées, des publics, donc un lieu à la fois citoyen, parce qu'on essaye de s'adresser à tous, avec donc un rôle social affirmé, et aussi, ce qui bien sûr fait la valeur ajoutée d'un musée, c'est qu'on est aussi censé être un lieu de référence quant aux connaissances qui sont transmises, puisque ce sont des connaissances qui sont censées se fonder sur une expertise scientifique. Donc à la fois un lieu citoyen et un lieu de référence d'un point de vue scientifique. Et bien sûr, toutes ces actions, il y a toujours l'idée de voir comment, à partir de nos fonds documentaires, nos collections, on peut créer du lien, tisser du lien, et comment on peut intégrer cette dimension patrimoniale dans cette programmation et dans ces différents partenariats que je vous ai présentés aujourd'hui.
Voilà. Ah, je vois qu'il y a un petit message d'Itervitis. Je les ai pas cités. On est également membre du réseau de la route européenne de la vigne et du vin, Itervitis. Voilà. Donc, je les salue puisque je les ai aperçus. Voilà. J'ai essayé de respecter le timing. Il est 13 heures. Ça laisse 22 minutes pour les échanges. Il y a des questions. Et si vous souhaitez, je revienne plus en détail parce que je suis passée assez vite, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire sur, voilà. Ah, comment parle-t-on? J'ai vu une question, je crois. Oui, merci beaucoup Laure, merci. C'était passionnant de t'entendre sur ce sujet-là. Moi, pour peut-être commencer à ouvrir le débat, j'avais une première remarque, c'est que j'ai trouvé très inspirant dans ton discours, c'est de montrer comment finalement, le musée s'engage, dans une manière de participer au développement de la filière, mais que c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant parce qu'en retour, vous, c'est aussi un moyen d'enrichir la connaissance du sujet, de gagner en compétences, d'enrichir les collections. Donc c'est effectivement un partenariat qui je trouve très bien monté de ce point de vue-là. Et j'avais peut-être mais je vais peut-être laisser la parole aux questions. J'en ai une aussi de mon côté, mais je vois qu'effectivement il y en a. Alors sur le circuit de l'itinérance de l'exposition, savoir si elle était uniquement en Champagne. Et puis effectivement Florence, bonjour Florence, comment parle-t-on du champagne aux enfants dans votre musée? Quelles sont, si c'est le cas, les actions que vous leur proposez? Alors, pour l'itinérance, oui, donc vous avez compris, hein, c'est que c'est une exposition qui est coproduite et copensée par les deux partenaires, l'interprofession et le musée. C'est une exposition qui est entièrement financée par le comité Champagne. C'est une expo qui va circuler évidemment un peu partout en Champagne, dans des lieux où circulent des professionnels du Champagne, dans des lieux de formation, donc comme des lycées agricoles et viticoles, mais ça peut également aller dans des lieux plus ouverts sur le grand public. Le comité Champagne a déjà commencé à travailler sur un calendrier, hein, sur cette itinérance, mais bien sûr, ça peut tout à fait aller en dehors de la Champagne. Euh, voilà, c'est vraiment pas fermé. Ça peut toute structure qui est en lien avec ces thématiques qui peut être intéressée à présenter l'exposition. Voilà, mais là, il faudra s'adresser au comité Champagne pour se positionner. Mais oui, oui, ça peut aller bien au-delà de la Champagne. Les enfants. Alors en effet, c'est une vraie question. C'est pour ça que je voulais quand même le dire en préambule que voilà, on parle pas du champagne, du vin, comme on pourrait parler de d'autres sujets, du pain et du fromage. Encore que le fromage et le vin, c'est aussi à consommer avec modération pour d'autres raisons. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est présent dans tout ce qu'on met en place, notamment pour toutes nos actions que nous proposons au jeune public. Donc ce qui est très simple, c'est qu'on parle pas du champagne au jeune public. On parle pas du produit, on parle pas du produit fini, on parle pas du champagne. On n'est jamais sur ces choses-là en présence du jeune public. On va être sur beaucoup d'autres choses puisque vous l'avez compris, je vous ai dit, hein, c'est de l'agriculture, c'est de l'économie, c'est des paysages, c'est une plante, c'est de la biologie, c'est de la géographie, c'est de l'histoire. Et donc, en disant tout cela, j'ai pratiquement déjà répondu à la question, c'est qu'en fait, on est vraiment en phase tout d'abord avec le contenu de beaucoup de programmes scolaires. Et donc, il est relativement aisé de positionner certaines thématiques du parcours dans les visites proposées aux groupes scolaires. Voilà un exemple très concret, la révolution industrielle. L'exemple du champagne, ça, on peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment voilà ce qui se passe au 19e siècle. L'explosion du champagne, c'est évidemment dans le cadre de la révolution industrielle. Donc c'est vraiment de cette manière-là dont on va parler et partager les collections du musée avec le jeune public, c'est en allant sur ces thématiques de préservation de l'environnement, les paysages, notamment, voilà, tous les enfants qui vivent sur ce territoire, ils voient bien ce qu'ils ont sous les yeux. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est qu'on parle pas du produit fini, mais l'économie du champagne, c'est quelque chose qui innerve tout le territoire. Donc voilà, donc ça va être parler de biologie, de géographie, de géologie, parce que comme vous l'imaginez, on plante pas de la vigne n'importe où, on la plante sur un tel type de sol, il y a un climat qui va être favorable, il y a une topographie qui va être qui va être favorable aussi, tout le travail des hommes ensuite, des communautés religieuses jusqu'aux vignerons d'aujourd'hui. Donc c'est relativement aisé de construire des programmes à partir de nos collections vitivinicoles, mais on ne parle pas du produit fini. Merci beaucoup Laure. Je ne sais pas s'il y a une autre question. N'hésitez pas aussi à lever la main, hein, si vous voulez prendre la parole. C'est évidemment possible.
En attendant peut-être une réaction, moi j'avais une question Laure, c'est comment est-ce que tu as travaillé avec tes tutelles? Je pense aussi bien à la ville qu'à la DRAC sur des projets comme ça. Est-ce que ça a, impliqué des discussions, spécifiques? Est-ce que tu as eu à convaincre? Comment ça a été perçu? Ça a été, pour être totalement transparente, ça c'est quelque chose qui s'est mis en place de manière relativement évidente. Euh, Puisqu'en fait, lorsque, dans la mise en, lorsque le projet scientifique culturel et la programmation muséographique ont été mis en place pour ce musée, je n'étais pas encore là, il y a eu dès le départ l'idée d'associer des acteurs du monde du champagne en tant qu'experts pour alimenter le parcours dédié à l'histoire du vin de Champagne. Donc c'était finalement des partenaires qui étaient déjà présents, qui étaient déjà vus comme légitimes dans, voilà, dans les échanges qu'on pouvait avoir pour alimenter et enrichir le parcours et la programmation. Donc ça s'est fait de manière plutôt naturelle. Après, c'est vrai que c'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à ma façon de voir les choses. C'est vrai que pour moi, on est nombreux à le penser aujourd'hui de cette manière-là, mais pour moi, un musée qui se couperait complètement de son environnement, ça serait vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, les musées ont tout à gagner à dialoguer et échanger avec leurs partenaires. Et bon, j'ai la chance que mes élus soient totalement sur cette ligne-là. Donc, alors, évidemment, là, on parle que de la partie champagne, mais il y a beaucoup d'autres partenaires pour le musée, puisque c'est un musée qui a d'autres types de collections. Mais il n'y a pas eu de travail vraiment pour les convaincre. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait de manière vraiment relativement, ouais, comme une évidence, qu'il fallait travailler avec ces acteurs du monde du champagne qui sont aujourd'hui très engagés également sur tout ce qui va être préservation patrimoniale. Je cache pas que l'inscription à l'UNESCO a beaucoup facilité cela, parce qu'évidemment, l'État, la DRAC, les collectivités territoriales sont très engagées dans la gestion durable du territoire inscrit à l'UNESCO. Donc finalement, on a l'habitude de travailler ensemble. Voilà. Et j'ai envie de dire que le musée, ouvert en 2021, est un nouvel acteur qui vient compléter voilà, et enrichir cet écosystème. Donc non, il n'y a pas eu de difficulté pour les convaincre. Merci. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, puis il y a une main levée aussi. Je vais peut-être commencer par les questions du chat qui me semblent être apparues un tout petit peu avant. Comment avez-vous choisi les professionnels qui témoignent dans les vidéos qui ponctuent le parcours muséographique? C'est une question d'Evelyne Baron. Peut-être je te laisse répondre à celle-ci en premier, puis après j'enchaîne. Ah, ça, c'est en effet une vraie question. Et au-delà du choix des personnes qui sont présentes dans le parcours, c'est en effet qu'on est un musée de France public, que évidemment travailler avec la filière champagne, c'est travailler avec une filière économique à vocation commerciale, qu'on n'est pas là pour faire la promotion, la propagande de telle maison de champagne, de tel vigneron. Donc c'est des vraies questions. C'est aussi des questions voilà, déontologiques, éthiques qu'on s'est posées depuis l'ouverture du musée. De manière générale, j'essaye au maximum de travailler avec les structures qui représentent les maisons de champagne et les vignerons. Par exemple, quand on va faire une dégustation on souhaite avoir une dégustation d'un vigneron, je m'adresse au syndicat général des vignerons, situé juste à côté du musée, et ce sont eux qui font le choix du vigneron qui viendra présenter son vin. Voilà, ça me permet de garder quand même cette position de neutralité par rapport aux acteurs économiques, là en l'occurrence, qui sont invités au musée et qui sont inscrits dans notre programmation. Néanmoins, on ne va pas se cacher les choses. Évidemment qu'à un moment, on cite et on met en avant des marques, des maisons qui ont fait l'histoire de la Champagne, hein, parce qu'en plus, on est vraiment sur une région qui a été faite par ces grandes maisons tout au long du 19e siècle. Donc, je dirais que là, c'est quelque chose qui se fait de manière... enfin, il y a l'idée que ça soit représentatif, c'est-à-dire qu'il y ait des maisons des différents territoires de la Champagne viticole, donc de la Marne, de l'Aube, des Pernets, de Reims. C'est en tout cas, moi, les questions que j'essaie de me poser à chaque fois, de faire en sorte que ça soit représentatif. Une des grandes maisons, des plus petites maisons,
des vignerons, des coopératives. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire, et j'en ai parlé maintes fois avec mes élus, avec les représentants de la filière, évidemment qu'on peut pas être exhaustif, hein. Il y a plus de 4000 vignerons qui commercialisent leur champagne. Il y a plusieurs centaines de maisons de champagne et de coopératives. Donc il y a l'idée d'être représentatif, mais pas exhaustif. Et donc c'est comme ça que les vignerons et les chefs de cave qui sont présents dans le parcours ont été choisis. Merci Laure. Il y a encore une question justement sur le réseau, l'implication dans le réseau. Comment se positionne le musée par rapport aux autres institutions? Pardon, j'ai perdu mon truc. Pardon, par rapport aux autres institutions du même type dans la région, je pense notamment à Pressoria ou à des présentations de collections privées, des maisons de champagne, etc. Quel lien y a-t-il des partenariats avec vous? C'est une question de monsieur ou madame Bourguignon, pardon. Oui, tout à fait. Alors en effet, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a une forte dynamique œnotouristique sur le territoire, donc il y a beaucoup d'autres structures qui, d'une manière ou d'une autre, racontent l'histoire du champagne voilà, ou présentent le process d'élaboration du champagne. Ce sont des structures avec lesquelles on travaille très régulièrement, plutôt dans le cadre d'actions touristiques. Voilà. Là, on est vraiment plus dans le cadre de la mise en tourisme du musée. Donc, on est par exemple Pressoria, qui est un centre d'interprétation sur le champagne, qui est situé pas très loin d'ici. Nous avons un partenariat tarifaire. On a monté un certain nombre d'opérations touristiques ensemble pour en fait, mettre en avant le Champagne, la destination Champagne, puisque nous avons évidemment cela à partager, nous avons cela en commun. Donc ça se vit plutôt voilà, ça se matérialise plutôt de cette manière-là, plutôt dans le champ touristique. On n'a jamais travaillé d'un point de vue culturel ou scientifique avec ces structures-là. Ça pourrait venir en effet. Pourrait l'imaginer ultérieurement. Maintenant, c'est vrai que le musée affirme très clairement sa vocation pédagogique, scientifique, de recherche également. C'est vrai qu'on est là sur ces dimensions-là, c'est un petit peu ce qui fait l'originalité du lieu, c'est que on va autant travailler avec l'Institut Georges Chapas, qui est un institut qui dépend de l'université de Champagne, l'URCA, donc un institut de formation et de recherche, qu'avec des acteurs œnotouristiques où on est sur d'autres types d'activités. C'est vrai on est vraiment à la fois voilà, un lieu citoyen, un lieu de dialogue, un lieu patrimonial, un lieu touristique, parce que oui, on a le monde entier qui passe par le musée. Hein, on est vraiment bien situé, avenue de Champagne. Voilà. Donc, et puis c'est aussi ce qui fait que le monde du Champagne, je pense, nous accompagne, c'est que on est un lieu qui finalement permet d'avoir une présentation collective de ce qu'est cette histoire. Donc ouais, on est à la jonction de beaucoup d'univers et de beaucoup de mondes. C'est là où en fait il faut essayer de trouver l'équilibre et toujours se rappeler. Enfin moi, ce que j'ai toujours en tête, c'est évidemment ce qu'est un musée de France et on connaît voilà quelles sont les missions essentielles, quelles sont sur quoi ça repose. Euh, voilà, le musée de France inscrit dans un environnement. Merci beaucoup Laure. Isabelle Proulx, je crois que vous aviez levé la main, mais elle s'est baissée entre-temps. Est-ce que Laure a répondu à une question que vous aviez ou est-ce que vous voulez reprendre la parole? Mon son a été coupé. C'est parce que je l'ai reposé par écrit, c'est pour ça que j'avais baissé la main. Ah, pardon. Bah, allez-y, du coup, si vous voulez, hein, parce que vous avez la parole. Alors, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir comment vous aviez traité les aspects déontologiques, éthiques liés à ces partenariats avec des acteurs vraiment liés à des acteurs économiques, en fait, avec des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes et en lien avec cette tension aujourd'hui qu'on a dans le domaine de la médiation culturelle et scientifique qui va vers un engagement de ce secteur professionnel face aux enjeux environnementaux et non plus, enfin, on dépasse la notion de neutralité. On va vraiment vers un engagement vis-à-vis des publics pour l'incapacitation des citoyens à pouvoir agir donc au niveau de ces enjeux environnementaux. Donc, il pourrait y avoir des petites tensions entre les objectifs économiques de vos acteurs et ceux, a priori, d'un musée public. Bien Voilà. sûr. Alors sur les questions de neutralité d'engagement, je renvoie à
à la présentation de Constance Rivière il y a quelques mois qui parlait justement en effet de parfois peut-être cette espèce d'antinomie entre ces deux termes, à comment être engagé, aborder des sujets qui peuvent être en effet parfois un peu clivants, tout en conservant une certaine neutralité qu'on doit avoir en tant que musée de France et service public culturel. Après, plus spécifiquement sur ces questions-là, il y a deux choses. Évidemment, comme vous l'avez vu notamment avec l'exemple du partenariat, l'idée c'est de fonder nos actions, nos expositions sur le recours aux partenaires institutionnels du champagne. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai une prochaine expo qui aura lieu à la fin d'année sur les usages et la sociabilité du champagne. Mon conseil scientifique, c'est le comité champagne, qui est donc la structure qui représente les acteurs du champagne et donc qui les représente d'un point de vue aussi bien sûr réglementaire. Donc c'est un partenaire institutionnel reconnu en tant que tel et qui lui-même doit assumer une forme de neutralité. Voilà. Et mon autre partenaire, c'est la mission UNESCO, voilà, qui est également même type de positionnement. Donc ça, c'est la première chose, c'est que évidemment, je me base sur les structures institutionnelles, que ça soit ce comité Champagne, le syndicat général des vignerons, qui eux-mêmes doivent se poser ces mêmes questions. Ensuite, sur la question du lien avec certains acteurs qui, bien sûr, ont des intérêts économiques. Alors, je vais me permettre de le dire, si vous me permettez, on va se dire qu'on est entre nous, mais en fait, on n'est pas tout à fait entre nous, mais je vais le dire. Je pense pas que les maisons de champagne aient besoin du musée d'Épernay pour vendre leur bouteilles de champagne. Et je le dis de manière un peu voilà, humoristique et décalée. Ce que je veux dire par là, c'est que très honnêtement, pour travailler avec beaucoup d'acteurs économiques, notamment beaucoup de maisons de champagne, on n'est pas du tout sur ces enjeux-là. Les, les acteurs du monde du champagne, notamment les maisons, sont très sensibles à la préservation du patrimoine, de cette histoire liée au champagne. Ce sont des acteurs qui, depuis très longtemps, euh, sont attachés à redistribuer une forme de leur de richesse au territoire avec des actions enfin des actions de bienfaisance. Hein, c'est vraiment quelque chose d'historique depuis le 19e siècle. Donc à soutenir des actions sociales, éducatives, culturelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans l'ADN des maisons de champagne. Et très clairement, quand on est sur ces discussions-là, entre une maison de champagne et le musée, on n'est pas du tout sur les intérêts économiques de la filière. Enfin, on n'est pas du tout là-dessus. Après, en effet, c'est quelque chose qui permet de nourrir l'image du champagne, évidemment. Et c'est là où le musée se positionne pour mettre en avant des choses qui sont peut-être méconnues de ce qu'est le monde du champagne aujourd'hui dans les engagements sociétaux, environnementaux. Mais très clairement, je pense que, enfin, on n'est pas du tout sur cette question des intérêts économiques. Merci Laure. Alors je vois qu'il y a une question un peu précise sur l'établissement que tu diriges. À quoi destines-tu le caveau? Voilà, il y a visiblement des gens intéressés en Belgique pour ton exposition, donc la connexion est faite. Merci monsieur, d'avoir fait cette proposition. Et puis alors je regarde aussi Florence Lecor qui redemande, comment est-ce que vous travaillez à l'accompagnement de la filière viticole avec d'autres musées dans des régions analogues en Bourgogne, à Bordeaux, Cité du Vin, dans le Jura par exemple? Est-ce qu'il y a des projets communs qui sont mis en place? Et puis peut-être qu'on terminera, je l'annonce déjà parce que j'ai une demande de prise de parole d'Édouard Deloubry aussi qui aurait une petite annonce conclusive à faire. Voilà. C'est la réponse que je souhaitais donner justement, mais Edouard la donnera peut-être. Alors le caveau, très rapidement, en effet, on a un caveau de 750 mètres carrés sous le château. C'est un lieu qui fait partie du parcours de visite et c'est un lieu qui peut être privatisé. C'est notamment là qu'avait eu lieu le fameux défilé avec les vêtements de travail il y a quelques mois. Le lien avec les autres musées du vin et des autres régions viticoles françaises, le lien, il se matérialise tout d'abord au sein d'Iter Vitis, hein, cette route européenne culturelle du vin. Et puis, bien sûr, alors je cache pas voilà, que précédemment, je travaillais dans une autre région viticole et que je dirigeais un autre musée du vin à Beaune, en Bourgogne, voilà. Que donc, c'est
un secteur que je connais bien et je ne manque pas durant mon temps libre d'aller visiter les nombreux musées du vin voilà, qu'on peut découvrir tant en France qu'ailleurs. Et en effet, il y a beaucoup de connexions qui sont faites, tant informelles que voilà, professionnelles depuis de nombreuses années. Et je pense que Édouard souhaitait parler de ça, du colloque sur lequel nous travaillons. Je vais laisser Édouard le présenter, mais en effet, le musée d'Épernay participera à un colloque sur plus ou moins toutes ces questions-là. Un colloque qui aura lieu à la fin de l'année à Cognac. Voilà, donc je vais lui laisser en dire un petit peu plus. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de connexions. J'échange très régulièrement avec la Cité du Vin à Bordeaux, avec bon, je connais bien la Bourgogne, donc évidemment, je connais bien voilà, tout ce réseau œnoculturel en Bourgogne. Je pense également à Vin et Société à Paris, hein, qui est très positionné sur toutes ces questions-là. Donc évidemment, il y a beaucoup de connexions avec les autres musées viticoles français et à l'international aussi. Merci Laure. Édouard, on te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Et juste pour vous informer, donc comme a commencé à le faire Laure, d'un colloque qui se déroulera à Cognac les 5 et 6 novembre 2025, qui s'intitulera «Le patrimoine de la viticulture face aux enjeux des musées et des territoires». Donc, où seront abordés notamment les points, enfin, on essaiera de les aborder, les points dont a parlé Laure au début de son diaporama. Et donc, c'est un colloque qui est organisé par Grand Cognac Communauté d'agglomération en partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural et le MUSEM. Voilà. Donc, si vous voulez venir à ce colloque, vous serez les bienvenus. On est en train de finaliser, notamment avec Laure, le programme du colloque qui devrait être prêt dans les prochains jours. Prochainement. N'hésitez pas à nous le communiquer à ICOM quand Oui, vous l'avez, comme ça on le mettra dans la rubrique agenda et on le diffusera avec plaisir, bien évidemment. Merci merci. Edouard. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive à la fin de notre temps imparti. Je regarde s'il y a d'autres messages qui sont arrivés entre-temps. Voilà, on a quelqu'un, une Camille, pardon, bonjour, qui nous écoute de Cognac et qui nous souhaite par avance la bienvenue. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions alors? Si ce n'est pas le cas, il me souhaite à vous remercier de votre attention, de votre présence. Vous donner rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu le 27 mars, donc pile dans un mois. Toujours un jeudi, toujours à 12h30, et on accueillera Catherine Chevillot qui nous parlera recherche de provenance et qui fera un point sur la mission qui lui a été confiée au sein du service des musées de France sur cette question. Voilà, en amont d'une journée dédiée au sujet qui aura lieu le 9 avril. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre le 27 mars à 12h30. On vous fera circuler l'information de toute façon, comme de coutume, par mail et sur le site et sur les réseaux. Eh bien, écoutez, continuez à vous porter bien. Bonne fin de journée à tous et toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci. Et merci beaucoup, Laure. Pardon, j'oubliais de te remercier, mais c'était évidemment dans mon intention. Merci infiniment, Laure. À bientôt. À Au bientôt. revoir.